Absolument que c'est un autre jour dans une même semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Checkpoint sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Ce soir donc, c'est un homme très particulier, très spécial que nous recevrons déjà sur ce plateau. C'est un médecin, il est manager donc de Piedbot, du programme Piedbot Works, non, Hope Works Burkina Faso. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Docteur Oubda Faisal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Et ça vous fait quoi de vous retrouver à cette heure sur un plateau? Pourtant, vous aurez pu être en salle. Oui, effectivement, ben, ça fait plaisir déjà. Et puis, il faut dire que pour un médecin, ça a l'air atypique. Et pourtant, pour moi, ça ne l'est pas. Parce qu'en tant que manager de programme, il arrive que j'ai des interactions avec les médias. Donc, effectivement, comme vous le dites, nous traitons nos enfants mercredi et jeudi, par exemple, au niveau de notre hôpital. Et aujourd'hui, je devrais être en train de faire les rapports et tout, mais c'est vraiment important de venir et échanger avec vous. Et là, on espère qu'on ne prend pas vraiment votre temps. Pas du tout. Je suis très content d'être là et je suis à vous. Et à quoi ressemble une journée d'un manager de programme, de ce genre de programme très spécifique? Merci beaucoup. Alors, une journée, on va aller peut-être sur la base de la semaine. Allons-y. Voilà, le lundi, il faut faire le bilan de la semaine écoulée. Et le mardi, il faut présenter ce bilan-là à son manager régional, parce que moi aussi, j'ai une autorité voilà, à qui je réponds. Et ensuite, il faut veiller à ce que tous les 8 centres que nous avons comme partenaires au Burkina aient le matériel de traitement, aient de quoi soutenir les patients vulnérables. Et puis, il faut de temps en temps passer au niveau de la clinique Piedbot de l'hôpital Chifra, voir si tout se passe bien les mercredis et les jeudis. Et puis, les vendredis, on a souvent des réunions avec des partenaires par Zoom. Voilà. Et puis, vendredi après-midi, on peut faire un petit briefing de la semaine. Et les week-ends, souvent, on fait des activités de sensibilisation. Et là, vous avez parlé d'hôpitaux partenaires. Est-ce qu'on peut les citer? Oui. Alors, nous avons 8 hôpitaux partenaires dans 8 régions du Burkina. Donc, déjà, le partenaire d'implémentation au niveau national, c'est l'hôpital Chifra Awaga, dans la région du centre. Vous avez au niveau de Bobo, le CHU Sourou Sanou. Voilà. Vous avez au niveau de Koudougou, le centre de récupération Yikintiene, voilà, de Koudougou. Vous avez également au niveau de Waïguia, le centre médico-chirurgical Persis de Waïguia. Vous avez au niveau de Kaya, le centre Morija de Kaya. Vous avez au niveau de Zignaré, le CHR de Zignaré, l'hôpital régional de Zignaré. Au niveau de Fada, le centre Espoir de Fada. Et au niveau de Tenkodogo, le centre hospitalier régional de Tenkodogo. Et là, tout ça est centralisé à partir de Chifra, c'est ça? Exactement. Alors, pour faire plus pédagogie, qu'est-ce que c'est qu'un Piedbot? Alors, le Piedbot, on peut le définir médicalement à travers 4 déformations caractéristiques qu'on va appeler en termes médicaux cavus, adductus, varus, équin. Mais plus simplement, si je prends par exemple ce modèle plastique-là que je vais désemboîter, eh bien, le cavus, ça va être simplement l'arche à l'intérieur du pied que vous voyez qui est accentuée, il y a comme un creux. Voilà. Et l'adductus, c'est simplement les orteils et l'avant-pied qui sont tournés vers l'intérieur. Voilà. Et le varus, c'est en lien avec le talon, parce que quand vous regardez le talon, vous allez vous rendre compte qu'il est tourné vers l'intérieur. C'est le varus du talon. Et l'équin, lorsque vous observez le pied et qu'on le dépose au sol, eh bien, les orteils pointent vers le bas et le talon remonte vers le haut. Voici comment on peut définir le Piedbot congénital en termes médicaux, mais en utilisant aussi des mots simples. Docteur, avec vous, on a beaucoup à dire sur ce plateau. Eh bien, je souhaite qu'on parte voir quelques images de vous, soit en salle, soit en présentation, en conférence. On essaie de voir et on revient sur ce plateau. Merci. Alors docteur, on vient de voir quelques images de vous.
quelle est l'impression que ça fait de vous voir en image? Parce que ce n'est pas très évident qu'on est très concentré sur le boulot. Oui, effectivement, ça fait chaud au cœur de voir ces images-là parce que ça rappelle beaucoup de souvenirs. Voilà, depuis 2013 que j'ai découvert plutôt le pied-beau et la technique de Ponseti pour le soigner. Donc, ça rappelle de beaux souvenirs. Il y a une des images où j'étais à une conférence en Afrique du Sud pour présenter l'expérience du Burkina sur le pied-beau et nous avons eu par exemple le 3e prix. On voit également les images de la célébration du pied-beau. C'est quel mois ou c'est quel jour déjà? Effectivement, la journée mondiale du pied-beau où on avait une trentaine d'enfants guéris du pied-beau qui recevaient leur certificat de guérison parce qu'on les suit de la naissance 0 jusqu'à 5 ans. Et c'était l'année passée. Alors, il faut dire que la journée mondiale du pied-beau, c'est la date d'anniversaire du docteur Ignacio Ponseti, qui est celui qui a créé la technique la plus efficace pour prendre en charge le pied-beau congénital. Donc, c'est le 3 juin de chaque année. Et c'est une technique, est-ce qu'il y a d'autres techniques? Il y a d'autres techniques, mais elles sont moins efficaces. Cette technique-là est la meilleure et elle a 95% de succès lorsqu'on la suit correctement. Et elle est internationalement reconnue par toutes les sociétés savantes médicales comme la meilleure technique de prise en charge. Docteur, la maladie du pied-beau, est-ce que c'est une maladie grave? Alors, il faut dire que du fait qu'il y a une solution et qu'on peut en guérir, je peux dire que ce n'est pas une maladie grave. Mais d'un autre côté, lorsqu'on n'a pas accès à des soins de qualité, notamment dans les pays en voie de développement comme les nôtres, où l'accès, selon le Global Club Foot Initiative, est autour de 17 à 20%, eh bien on peut dire que c'est une maladie grave parce qu'elle va conduire à un handicap à l'âge adulte si on ne la traite pas tôt, quand l'enfant est encore un bébé. Et pour une prise en charge très efficace, il faut quel âge, quelle fourchette d'âge? Alors l'idéal chez nous, il faut commencer avant l'âge de 2 ans. C'est-à-dire 2 ans, c'est l'âge où l'enfant commence à acquérir la marche. Et donc, comme ce sont les ligaments qui sont touchés, pour montrer un peu avec ce modèle osseux-là que Ponseti a créé avec Dr Mitchell aux États-Unis, eh bien, vous vous rendez compte que la structure osseuse du pied n'a pas de problème, il n'y a pas de déformation osseuse. C'est les ligaments de la face interne et le tendon d'Achille en réalité qui sont raccourcis et qui tirent le pied vers l'intérieur et vers le haut. Donc, lorsque je le ramène en touchant des points précis, eh bien, vous verrez que les ligaments qui sont élastiques, eh bien, ils s'allongent. Donc, plus c'est un bébé, mieux les ligaments sont souples et mieux le traitement va réussir. Donc, dès la naissance, c'est l'idéal. Sinon, le maximum, c'est 2 ans. Est-ce qu'il y a des exceptions? Il y a des exceptions. Par moment, vous rencontrez ça, où des enfants viennent, ils ont passé l'âge de 2 ans. Oui, il y a des exceptions, parce qu'il faut dire qu'on a eu des enfants même à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, où les ligaments montraient une certaine souplesse et nous avons pu les prendre en charge. Mais qu'à cela ne tienne, depuis décembre 2023, le Global Club Foot Initiative, qui regroupe toutes les associations, les ONG qui interviennent dans le domaine du pied-beau, on a réfléchi à une nouvelle technique de prise en charge pour les enfants plus âgés, donc de 2 à 10 ans. Donc, on a repoussé la limite jusqu'à 10 ans, de sorte qu'on utilise les mêmes principes de traitement de Ponseti chez ces enfants âgés-là, mais parfois, on doit les accompagner d'interventions chirurgicales non évasives pour préserver la fonctionnalité du pied après avoir fini le traitement. Est-ce qu'il arrive que vous rencontrez des parents qui restent très sceptiques quant à la guérison de cette maladie et vous disent que peut-être que c'est lié à un sort? Oui, effectivement. C'est d'ailleurs la majorité des cas, parce que, bon, en tant que bon Africain, on pense toujours qu'une maladie est liée à quelque chose. Voilà. Mais il faut dire que nous avons une stratégie qui est basée sur un trépied. Vous avez la famille du patient, voilà. Vous avez l'équipe médicale et vous avez l'équipe de counseling. Et l'équipe de counseling, ce sont des agents que nous recrutons au sein de la société. Et dans chacun des 8 centres, vous avez 1 ou 2 conseillers parentaux pied-beau. Ils sont formés à soutenir les parents psychologiquement. Et quand, par exemple, une nouvelle famille vient avec son enfant qui est né avec le pied-beau, ils sont dans une sorte de détresse. Et ces conseillers vont les recevoir avec une boîte à images, essayer de dédramatiser la situation et leur montrer que le pied-beau n'est pas lié à une malédiction ou à une erreur qu'ils ont commise ou à un sort lié aux ancêtres. Non. C'est une maladie qui existe partout dans le monde entier et il y a une solution. Est-ce qu'il y a des cas comme ça que vous, ils ne viennent pas à vous forcément, mais que vous arrivez à détecter et que vous allez vers ces personnes, leur disant que c'est possible de guérir cette maladie? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de cas?
Oui, nous avons déjà vu ce genre de cas-là, puisque nous avons des sensibilisations au niveau communautaire, également à l'endroit des agents de santé. Donc nous parcourons, bien sûr, avec l'autorisation du ministère de la Santé, les différents CSPS, les différents CMA, les hôpitaux, voilà, principalement les maternités. Et également au niveau de la communauté, il arrive que nos conseillers Piébo, qui sont en quelque sorte nos animateurs dans les régions, là, il arrive qu'ils rencontrent parfois au cours d'une visite dans un marché, voilà, un enfant qui naît avec le Piébo. Et il y a une anecdote, le conseiller Piébo de Kaya, qui est allé une matinée dans un centre de santé faire une sensibilisation. Et il est arrivé de trouver un père qui était à l'entrée du centre, et pendant que sa femme était dedans pour accoucher. Et donc, c'est le père qui lui a indiqué où se trouvait la maternité. Okay. Et quand il a fini de faire la sensibilisation, il a même donné un flyer sur le Piébo à ce père-là. Et figurez-vous que l'après-midi, la femme a accouché, et l'enfant est né avec un Piébo. Et le père a immédiatement contacté le conseiller. Donc c'est une anecdote qui montre qu'on rencontre des cas comme ça. Mais en termes de tendance, je veux dire, sur les naissances, quand on est au Burkina Faso, l'année par exemple, on peut rencontrer combien de Piébo? Alors il faut dire que selon nos statistiques, pour le Piébo congénital, il y a un cas de Piébo pour chaque 806 naissances vivantes. Voilà. Chaque fois qu'il y a 806 bébés qui naissent, il y aura un cas de Piébo. Okay. Et ce qui fait que lorsqu'on le rapporte au taux de natalité et à la population générale du Burkina Faso, on s'attend à avoir chaque année 1000 enfants qui naissent avec le Piébo au Burkina. Et j'ai vu une de vos interviews où vous avez dit que le Piébo n'est pas une malédiction. Tout à fait. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas lié à un sort, ce n'est pas lié à un péché qu'on aurait commis, non. Parce qu'il existe partout dans le monde entier. Aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Australie, en Afrique, il existe. À des degrés divers, parce que l'environnement est différent, mais aussi à des pourcentages divers. Nous avons beaucoup plus de cas de Piébo en Afrique, parce que nous accouchons beaucoup plus que les Européens ou les Américains ou les Chinois. Pendant qu'eux, ils sont à 1 enfant par famille, nous sommes peut-être parfois à 7, 8 enfants par famille. Donc le risque d'avoir un Piébo est légèrement plus élevé chez nous que chez eux. Et vous dites qu'il y a le Piébo unilatéral et celui bilatéral. Tout à fait. Nous avons remarqué dans nos statistiques que lorsqu'il y a 100 enfants, par exemple, qui naissent avec le Piébo, dans 50% des cas, c'est un seul pied qui est concerné. Des images là. Exactement. Oui. Donc l'image, la première image. Voilà, la première image de gauche, c'est un Piébo unilatéral gauche. Voilà. Et c'est une mère qui est allée dans un centre où nous avions déjà fait une sensibilisation pour vacciner son bébé. Et elle a vu le poster et elle nous a contactés directement. Aujourd'hui, l'enfant porte ses attelles et il est en voie de guérison. La seconde image, c'est une image que nous avons prêtée de nos collègues du Ghana, parce que HopeWorks est présent dans 17 pays dans le monde et c'est le leader mondial pour la prise en charge du Piébo. Donc la deuxième image, c'est une image du Piébo bilatéral. Et donc 50% des cas, c'est unilatéral et 50% des cas, c'est bilatéral. Et on a encore remarqué que ça touche légèrement plus les garçons que les filles. On a environ 60 à 65% de cas qui sont des garçons et 35% à 40% des cas qui sont des filles. Voilà. Alors docteur, c'est beaucoup le social, je vais le dire. Et dans cette émission, il y a une rubrique qui est consacrée donc à ce coup de pouce que vous avez l'occasion de faire donc à une association ou une autre organisation. Et vous, dans votre cas, vous avez décidé de donner le nom donc de AVN, mais ce sera donc après cette virgule. Alors docteur, je disais AVN, il faut entendre par là Association Vision Nouvelle. Exactement. C'est l'association d'une de vos partenaires, certainement. Exactement, c'est une de nos partenaires. Je l'appelle affectueusement ma sœurette, Madame Irène Zungrana, qui est la directrice exécutive de cette association-là, qui intervient principalement dans la prise en charge ou l'aide à la prise en charge des maladies tropicales négligées, telles que la lèpre, l'éléphantiasis. Ce sont des maladies qui sont encore présentes dans nos contrées et dont il faut s'occuper. C'est également une femme de médias et la petite histoire, c'est qu'en 2022, je ne la connaissais pas encore directement et j'ai juste eu son numéro de téléphone à travers quelqu'un. Et quand on s'est parlé au téléphone, tout de suite, elle m'a dit « Écoute, docteur Faisal, viens, on va se voir.
j'ai une émission, l'AFIA, sur un plateau télé. On va faire une émission pour vous aider à détecter plus d'enfants qui ont le pied beau. Voilà comment on s'est rencontrés. Et avec Irène, ce n'est pas tout, parce qu'elle vous aide également à rétablir le contact avec Tani. Tout à fait, avec Tani Tendano, que moi j'avais rencontré en 2013 à 500 km de Ouaga, dans la province de la Tapua, dans le centre médical SIM de Madaga. C'est bien Tani au milieu. C'est bien Tani qui est au milieu. Et Tani est déficiente visuelle, elle est née aveugle, on va dire ça. Et elle fréquentait l'école intégratrice à Madaga, où elle apprenait à lire et à écrire en braille. Et elle avait eu son BPC là-bas. Et on avait même reçu la visite d'un ambassadeur des États-Unis à l'époque, en 2015, quand elle a eu son BPC. Et en 2017, on s'est perdu de vue parce que moi, j'ai quitté Madaga pour rejoindre Ouaga. Et grâce à Irène, on était autour d'un café. Voilà. Et puis, Irène m'a dit, mais tu sais, Faisal, ça serait bien que tu rencontres ma filleule, Tani. Je lui ai dit, mais décris-moi Tani. Quand elle a décrit, j'ai trouvé que c'était la même Tani que je connaissais. Et de fil en aiguille, j'ai repris contact avec Tani. On l'a appelée sur place. Elle était tellement heureuse et moi également. Et j'ai compris que Tani avait réussi à avoir son bac, voilà, en apprenant dans le braille. Elle a même fait des études de journalisme. En étant handicapée visuelle. En étant handicapée visuelle, voilà. Et elle a fait l'école de journalisme et elle est aujourd'hui journaliste radio au niveau de la radio nationale. Et donc, sur place, on s'est dit, faisons une émission pour rétablir le contact. Et l'image montre lorsque nous avons fait l'émission. Et c'était bien sûr dans un thème de santé, comment éviter de tomber dans le handicap en traitant le pied beau congénital. Docteur, ça tombe bien, puisqu'on parle d'Irène, on parle de Tani. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de chacune de ces deux dames? Alors, c'est leur faire un gros câlin et leur dire de persévérer dans l'amour et dans la grâce de Dieu, parce que ce qu'elles font, ça change les vies positivement. Et ça aide les uns et les autres à se décharger d'un fardeau et à exprimer leur plein potentiel dans la vie. Alors, docteur, merci. Je crois qu'on va marquer une autre pause. Ça va être la pause publicitaire. Et derrière, on reviendra donc parler du coût de la prise en charge de pied beau. D'accord. LCA t'offre la possibilité de faire tes dédicaces. Et oui, envoie une grosse pensée à tous tes proches et tes amis sur la chaîne Au Cœur de l'Afrique. Avec ton smartphone, enregistre une belle vidéo de toi, fais ta dédicace et envoie-nous la vidéo par WhatsApp au +226 77 31 61 30. N'attends plus, envoie-nous vite ta vidéo au +226 77 31 61 30 et participe à LCA Dédicace WhatsApp. LCA, la chaîne Au Cœur de l'Afrique. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une reconsidération du statut de la femme. Ce que moi je veux pour le Burkina Faso, ce sont des routes afin de pouvoir écouler nos produits. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une prise de conscience de nos gouvernants dans leur prise de décision quant au choix des exécutants et au suivi des travaux qui leur sont confiés. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est la continuité de l'électricité pour qu'on puisse travailler. Vous aussi, participez à l'émission Ce que je veux pour le Burkina Faso. Faites une vidéo selfie de vous en vous exprimant sur votre vision pour le Burkina Faso et envoyez-nous vos vidéos selfie par WhatsApp au 77 31 61 30. LCA, la chaîne Au Cœur de l'Afrique. On est de retour sur le plateau et je rappelle que nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dr Oubda Faisal, qui est manager du programme Pied Beau Hope Works Burkina Faso. Alors, je disais que la prise en charge, bien évidemment que ça doit avoir un coût. Merci bien. Alors, il faut dire que la prise en charge, normalement, devrait coûter 250 000 francs CFA. Mais grâce au soutien du partenaire HopeWorks, qui est une ONG américaine présente dans 17 pays, comme je le disais, eh bien, cette prise en charge-là est entièrement gratuite parce que nous utilisons des intrants, voilà, comme le coton avec lequel on enrobe les pieds de l'enfant avant de procéder au plâtrage en utilisant ce plâtre-là. Donc, tout ce matériel-là est offert gratuitement par le soutien de HopeWorks, de même que les attelles que vous voyez, qui sont des chaussures que nous utilisons à la suite en tout cas de la correction du pied, eh bien, tout est offert gratuitement et c'est l'ensemble qui a été évalué à 250 000 francs CFA. Bien sûr, il y a d'autres partenaires localement au Burkina Faso qui nous accompagnent également
Si vous me permettez de les citer, il y a par exemple Coris Bank qui nous accompagne un peu. Ça, c'est beaucoup, on ne va pas faire de la publicité. Voilà, exactement. Parce que là, la direction commerciale risque de nous taper là-dessus. Voilà. Mais on va les citer comme ça, on va dire, oui, vos partenaires. Voilà. Et il y a aussi, par exemple, Nemba Burkina qui nous soutient. Il y a aussi d'autres partenaires tels que Humanité et Inclusion qui soutient la clinique Piebo de Tenkodogo. Voici un peu quelques partenaires au niveau du Burkina. Docteur, je souhaite qu'on revienne sur la technique parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup de techniques, mais celle-là reste la plus efficace. Ponseti, en quoi elle consiste véritablement? Alors, il faut dire que la technique de Ponseti consiste en 2 grandes phases. On va d'abord parler de la phase de correction, voilà, et ensuite parler de la phase de maintien. La phase de correction, c'est lorsque le bébé vient avec un pied beau. Voilà. On va essayer de corriger le pied beau pour le faire quitter de sa position de pied beau à une position de pied normal. Donc, on va commencer par corriger les différentes déformations dont j'ai parlé, le cavus, l'adductus, le varus et l'équin. Donc, pour le cavus, simplement, vous voyez avec le modèle osseux, on va soulever le premier rayon du pied, les métatarsiens, on va dire en termes médicaux, pour corriger le creux. Et ensuite, il y a un os qu'on appelle la tête du talus, voilà, que nous allons repérer, et on va positionner les doigts de sorte à ramener le pied petit à petit vers l'extérieur dans sa position normale. Et donc tout se passe autour d'une articulation, voilà, qu'on appelle l'articulation talonaviculaire. Bon, c'est des termes médicaux, voilà. Donc on ramène le pied vers l'extérieur, voilà. Et chaque semaine, en fait, on positionne le pied là où on veut l'amener et on met un plâtre. Et la semaine suivante, on l'enlève, on progresse. On l'enlève, on progresse. Et une fois que le pied retrouve sa position normale au niveau de l'avant-pied, il reste maintenant le tendon d'Achille dont je disais qu'il est raccourci et il tire le talon vers le haut. Donc si on ne le corrige pas, l'enfant va marcher en position équine, comme entre guillemets les pieds d'un cheval. Donc c'est là qu'on va faire une petite intervention chirurgicale qui se fait en ambulatoire, pas besoin d'hospitaliser, en utilisant ce modèle-là pour vous l'expliquer. Donc ça, en blanc, c'est le tendon d'Achille. Et en jaune et en rouge, ce sont les vaisseaux sanguins et les nerfs. Donc les médecins que nous formons, les chirurgiens que nous formons ont une technique pour entrer avec leur scalpel et pouvoir sectionner une partie de ce tendon-là, de sorte qu'il va s'allonger, bien se reconstituer. On met un dernier plâtre de 3 semaines et le pied est corrigé. Une fois que cette phase de correction est terminée, eh bien, on va passer à la phase de maintien. Et la phase de maintien, c'est la plus longue, parce que la correction va durer en gros 6 semaines, maximum 8 semaines. Et maintenant, la phase de maintien se passe avec les chaussures que nous appelons attelles d'abduction du pied, qui sont produites localement. Et pendant 3 mois, l'enfant va porter les chaussures, on va dire 23 heures sur 24. Il les enlève uniquement pour faire sa douche le matin et le soir. Et le reste du temps, maintenant, après ces 3 mois-là, il les porte la nuit, voilà, juste pour pendant son sommeil. Et on lui donne des rendez-vous en fonction de sa croissance et on va le suivre jusqu'à l'âge de 5 ans avant de le déclarer complètement guéri du pied beau. Alors, ces chaussures que nous voyons, elles sont offertes gracieusement? Elles sont offertes gratuitement et il faut dire qu'au départ, nous les faisions venir de l'extérieur, notamment du Rwanda, où le concepteur, M. Michael Steenbeck, qui est hollandais, réside. Et au fur et à mesure, on a formé des Burkinabés, des techniciens orthopédistes qui les fabriquent. Donc notre partenaire pour les fabriquer au Burkina, c'est le centre Morija de Kaya. Alors, j'ai pu voir un appel de vous quelque part où vous appelez donc quelques de vos collègues de la santé par rapport donc à cette technique de Ponseti, parce qu'il y a aussi des difficultés rencontrées par certains de vos collègues. Tout à fait. Il faut dire que depuis que nous avons commencé le 1er décembre 2017, à ce jour, nous avons 8 centres partenaires. Et dans ces 8 centres partenaires-là, nous avons formé plus de 70 agents de santé sur la technique de Ponseti. Il faut vraiment être formé sur la technique de Ponseti. Il faut vraiment avoir les différents intrants pour pouvoir commencer à prendre en charge le pied beau congénital. Si vous n'êtes pas formé sur la technique de Ponseti et que vous n'avez pas les intrants de prise en charge, vous avez beau commencer, vous pouvez corriger le pied, mais si vous ne maintenez pas, eh bien, il y aura une récidive. Et quand il y aura récidive, les parents n'auront plus confiance en réalité parce qu'ils pensent que la technique ne marche pas, alors que c'est l'équipement que vous n'aviez pas pour prendre en charge. Donc, c'est de leur demander de s'approcher de nous. Voilà, s'il y a un centre qui est intéressé, notre objectif, c'est de couvrir toutes les 13 régions du Burkina. Donc, nous sommes à 8 régions pour le moment, ce qui veut dire qu'il reste quelques régions à couvrir pour embrasser tout le territoire.
Là, on parle d'un appel lancé aux agents de santé, mais il y a certainement un appel aussi aux parents. Exactement. Avant d'arriver chez les parents, même les agents de santé au niveau des maternités, dès qu'ils voient un enfant qui naît avec le pied-bot congénital, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, qu'ils n'hésitent pas à les référer vers ces 8 centres que nous avons cités précédemment parce que le traitement sera entièrement gratuit pour ces familles-là. Et également à l'endroit des parents, c'est leur dire de ne pas se décourager, de ne pas se morfondre, de ne pas baisser les bras parce que le pied-bot n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction, on peut le soigner gratuitement. Et notre mission, c'est justement de les libérer de ce fardeau-là, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit économique, lié au pied-bot. Parce que quand vous réussissez à soigner un enfant du pied-bot et qu'il est guéri, eh bien, c'est un leader potentiel que vous avez libéré, que vous avez offert au Burkina Faso, parce qu'il pourra aller à l'école, grandir normalement, se marier et travailler pour servir le Burkina Faso. Et vous, dans votre cas, il y a encore des familles que vous suivez ou des enfants que vous suivez? Tout à fait. Nous sommes à ce jour à 1564 enfants que nous avons pu détecter et traiter gratuitement au niveau de nos 8 centres de prise en charge. Et parmi ces enfants-là, puisqu'il faut les suivre de 0 à 5 ans, c'est à partir de 2021, comme on a commencé en 2017, à partir de 2021, qu'il y a eu 25 enfants qui sont sortis, on va dire, de la prise en charge parce qu'ils étaient guéris. Donc, chaque année, à la Journée mondiale du pied-bot, nous faisons des sorties de promotion avec des certificats de guérison. Et nous sommes à au moins 250 enfants qui sont complètement guéris après l'âge de 5 ans. Ce qui veut dire qu'il y a 1300 qui sont toujours en cours de prise en charge. Et là, on vous a vu dans une famille rendant visite à un de vos malades et ses parents. Peut-être que la régie pourra nous mettre ces images en... Voilà. Tout à fait. Alors, cette famille-là est spéciale pour moi parce que leur fils aîné, qu'on ne voit pas sur les images, est né avec le pied-bot unilatéral. Et en 2018, nous l'avons traité et il a été déclaré guéri du pied-bot. Et lorsque la maman a eu son petit frère, elle s'est rendue compte qu'il avait le pied-bot. Ah oui. Donc tout de suite, elle est rapidement venue vers nous. Mais son visage, quand elle a eu le premier et quand elle a eu le deuxième, c'était différent. Au premier, elle était toute triste quand elle arrivait. Il a fallu lui remonter le moral. Mais quand elle a eu le second bébé, elle est arrivée toute souriante. Elle a dit, mais j'ai confiance en vous, vous avez traité le premier, vous allez traiter le deuxième. Elle sait que ça va se réparer forcément. Elle sait que ça va se réparer. Et on a une autre image, et cette fois-ci, on peut voir une image d'enfant guéri également. Oui. Là, on a une image. Voilà. C'est un enfant qui nous est venu de Banfora avec ses parents. Et son nom c'est? Voilà. Son nom c'est Shalom. Shalom. Shalom qui veut dire la paix. Okay. Voilà. Aujourd'hui, il a 7-8 ans. Et il a même été premier de sa classe l'année passée quand il était au CP2. Donc c'est vraiment un motif de satisfaction. Lui, il est né avec le pied-bot bilatéral. Et il a également été déclaré guéri du pied-bot en 2022-2023. Il y a une autre image qui va s'afficher. Tout à fait. Alors, on va poursuivre. Alors, docteur, voilà l'autre image qui vient d'arriver. Oui, c'est justement Shalom. Voilà, là, c'est Shalom toujours avec ses parents. Okay. C'est Shalom avec ses parents. Là, vous le voyez dans son plâtre à gauche. Et à droite, vous le voyez à l'âge de 7-8 ans, où il est en train de prendre un bus pour rejoindre la ville de Bobo-Dioulasso. Alors, docteur, quel est aujourd'hui le bilan que vous pouvez donc dresser? Alors, il faut dire que le bilan est satisfaisant parce qu'en 7 ans, pratiquement 8 ans d'existence, nous avons pu détecter plus de 1500 enfants qui sont en cours de traitement et au moins 250 qui sont sortis du circuit de prise en charge qui sont guéris. C'est un motif de satisfaction parce que nous avons commencé modestement avec des dizaines de patients puis des centaines. Mais nous sommes également insatisfaits parce qu'il y a beaucoup à faire. Chaque année, il y a 1000 enfants qui naissent avec le pied-bot. Il faut aller chercher ces 1000 enfants et les traiter pour éviter qu'ils ne tombent dans un handicap. Et il faut leur donner vraiment de l'amour, il faut leur donner une prise en charge de qualité. C'est ça notre fardeau, c'est ça notre défi. Et également, il faut dire que OPOX n'arrive pas à couvrir tous les 1000 enfants qu'il faut prendre en charge. Cette année, par exemple, nous sommes à 300 enfants que nous pourrons prendre en charge. Il faut des partenaires au niveau du Burkina Faso. Il faut d'autres partenaires qui acceptent de subventionner les soins des enfants. Donc, c'est l'occasion, si toutefois une personne est intéressée, une autorité, une société, peu importe. Vous pouvez parrainer 1, 2, 3, 4, 5 enfants en sachant que la prise en charge globale d'un enfant coûte 250 000 francs CFA, et je dirais seulement. Alors, docteur, quelle est l'étude qu'il faut, il faut mener pour être réparateur de pied-bot?
Alors, il faut dire que dans mon cas, c'était un parcours assez atypique. Oui. Voilà, lorsque j'étais à Madaga, dans la Tapua, au centre 2013 médical, à 2014. En 2013, exactement. Okay. J'ai rencontré une kinésithérapeute australienne, Eleonore, qui soignait les pieds beaux. Voilà, elle venait d'arriver et commençait à soigner les pieds beaux. Elle avait besoin d'un médecin pour la partie de petite chirurgie dont je parlais, la ténotomie du tendon d'Achille. Okay. Et moi, à l'université à l'époque, on n'avait pas appris cette technique de Ponseti. Okay. C'était une autre technique chirurgicale qui avait moins de résultats. Et j'étais tout de suite intéressé parce que j'étais curieux d'apprendre. Et elle a pris des contacts avec justement l'ONG au niveau du Niger. Et de retour de la formation, on a commencé à soigner les enfants comme ça, avec nos maigres moyens. Et il a fallu que cette ONG vienne vers nous pour faire le bilan. Et tout a commencé par là. Donc, en tant que médecin généraliste, j'ai fait cette formation-là. Voilà, donc un médecin généraliste peut la faire. Il faut dire également que nos équipes sont pluridisciplinaires. Il y a des kinésithérapeutes, il y a des attachés de santé en chirurgie, et vous avez les chirurgiens qui sont les chefs d'équipe. Ça peut être un chirurgien généraliste, ça peut être un chirurgien pédiatre, ça peut être un chirurgien orthopédiste. Donc voici la gamme de métiers en fait qui peut prendre en charge le pied beau congénital au Burkina, mais c'est pluridisciplinaire, multidisciplinaire. Alors quand vous vous regardez dans un miroir et par rapport à tout ce que vous abattez comme boulot, qu'est-ce que vous vous dites? Alors c'est difficile de se dire quelque chose à soi-même, oui. C'est plutôt dans le regard des autres que je me retrouve. Et je citerai pour anecdote cette maman-là qui s'est ouverte à moi une fois, qui a dit « Docteur Oubda, vous ne savez pas à quel point vous nous faites du bien. Quand mon enfant est né avec le pied beau, j'étais complètement anéanti. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Mais moi, je suis sûr, Docteur Oubda, vous et toute l'équipe qui vous accompagne, c'est sûr que Dieu va vous ouvrir les portes du paradis. » Donc ces mots-là décrivent en quelque sorte comment on se sent. Lorsqu'on voit un enfant guéri du pied beau, c'est notre salaire, c'est notre remerciement. Docteur, même si on n'a pas assez de temps, je voudrais vous poser cette question parce que le handicap nous permet de perdre toute estime de soi. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, l'estime de soi est très importante pour un individu, notamment pour nos enfants qui naissent avec le pied beau et leur famille. Vous savez, il y a une famille où ils ont eu des jumeaux. Le frère jumeau n'avait pas le pied beau et l'autre avait un pied beau. Eh bien, ils ont fait le baptême de celui qui n'avait pas de pied beau. Ils l'ont nommé, ils lui ont donné un nom et un prénom. Et celui qui est né avec le pied beau, ils ne lui ont pas donné de prénom, ils n'ont pas fait de baptême pour lui, jusqu'à ce que son pied soit corrigé au bout de 3 mois. C'est là qu'ils ont pu lui donner un nom. Pour vous dire à quel point le handicap peut nous entraîner dans une perte d'estime de soi. Ils cachaient même l'enfant pour que ceux de l'extérieur ne voient pas qu'ils ont un enfant avec un pied beau congénital. Et c'est très important parce que la perte d'estime de soi fait qu'on se renferme sur soi-même, on diminue les interactions avec les autres, on souffre seul et on n'arrive pas à exprimer son plein potentiel. Et pour vous donner un exemple, moi-même je suis passé par là, parce que vous verrez physiquement... Mais pas avec un pied beau. Voilà, pas avec un pied beau. Mais un autre handicap. Un autre handicap, si on peut le dire, qui est beaucoup plus esthétique et également psychologique. Parce que lorsque j'étais bébé, à l'âge de 16 mois, j'ai été brûlé par de l'huile bouillante. Donc, dans le processus médical, ça a pris 1 an avant que je ne guérisse. Et on peut dire que c'est un miracle. On peut encore voir les séquelles. Voilà, on peut voir les séquelles sur la tête. Donc, il y a la moitié de la tête qui porte ces séquelles. Et en ce moment, vous avez fui le regard des gens? J'ai fui le regard des gens quand j'étais adolescent surtout. Parce que, malheureusement, dans notre société, comme les gens n'ont pas suffisamment d'informations, ils appellent la personne qui est différente par sa différence, par son handicap. Donc les gens m'appelaient par ma cicatrice au lieu de m'appeler Faisal. Donc ça fait que j'avais honte de moi, je me repliais sur moi-même. J'étais très timide en tant qu'adolescent. Et c'est en classe de seconde, en 1998 par là, que j'ai pu réémerger. En ce moment, j'étais orphelin de père parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans. Et donc, il y a ce passage dans un livre saint que j'aime bien, la Bible, qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Ça a créé un déclic dans ma tête et ça a fait de sorte que je me suis dit « Mais si tout est possible à celui qui croit, eh bien, je crois que ce handicap-là, cette manière dont les gens m'appellent ne me définissent pas. Je crois que Dieu m'a créé, il a une vision pour moi, il a une mission, un potentiel pour moi pour que je puisse être utile à mon prochain et à tout le monde. » Et là, toute cette timidité, toute cette perte d'estime de soi là, petit à petit, ont commencé à s'estomper et j'ai pu embrasser les études médicales. Et je peux dire que Dieu a le sens de l'humour. Un enfant qui, en tout cas, est né et qui a été brûlé par de l'huile bouillante, qui a
été miraculeusement sauvé. Dieu permet qu'il devienne un médecin pour s'occuper des enfants qui sont nés avec le pied beau et les permettre de sortir du handicap. Donc ces parents-là également, lorsqu'ils viennent, on arrive à vraiment leur remonter le moral pour les booster, pour qu'ils sortent en tout cas de cette perte d'estime de soi-là. L'estime de soi peut faire qu'on arrête tout. Oui, ça peut faire qu'on arrête tout, ça peut faire même qu'au niveau professionnel, vous verrez quelqu'un qui a des échecs professionnels répétitifs parce qu'il n'arrive pas à avoir des interactions sociales stabilisées du fait d'un traumatisme qui peut être physique, comme dans mon cas, ou alors psychologique, voilà, du fait par exemple d'un pied beau congénital, du fait par exemple d'un traumatisme par violence. Vous savez que nous rencontrons présentement dans notre pays une situation exceptionnelle qui est très difficile. Vous avez des gens qui sont traumatisés psychologiquement. Donc, ils n'arrivent plus à interagir avec les autres normalement. Ils sont en quelque sorte brisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, il faut un travail de reconstruction, un travail d'amour pour les amener à reconquérir l'estime de soi, pour pouvoir retrouver leur plein potentiel et être utiles à eux-mêmes, être utiles à leur famille et être utiles à toute la nation burkinabé. Alors, docteur, je crois qu'on va marquer une pause musicale. Et vous avez choisi un professeur. Quand vous avez dit professeur Georges Ouédraogo, je m'attendais à l'autre feu Georges Ouédraogo, mais vous nous dites, lui, il est chantre. Alors, ça va être juste après cette rubrique. Docteur, j'avoue que je découvre le professeur, parce que c'est un professeur. Oui, feu professeur Georges Ouédraogo, parce qu'il est décédé courant mois de février. Et c'est une façon pour moi de lui rendre hommage, parce que en 2010, lorsque je faisais ma thèse de doctorat en médecine,
eh bien, c'est lui qui était mon co-directeur de thèse et j'étais le premier étudiant dont il suivait la thèse pour la soutenance. Et il était pneumologue, professeur en pneumologie. Okay. Et également tabacologue. Et moi, ma thèse, c'était sur le tabagisme chez les étudiants en médecine. Parce que c'est un phénomène aujourd'hui qui brûle beaucoup de jeunes. Exactement. Et malheureusement, malgré les différentes lois qui ont été prises pour essayer de limiter, par exemple, le tabagisme actif ou passif, eh bien, malheureusement, beaucoup de jeunes tombent dans le piège du tabagisme, que ce soit le tabagisme classique ou le tabagisme en lien avec les substances, par exemple les stupéfiants, eh bien, ça détruit beaucoup notre jeunesse. Et malheureusement, quand beaucoup tombent dedans, pour en sortir, c'est difficile. Mais il y a un centre de prise en charge de l'addictologie dont il était le premier responsable au niveau de l'hôpital Yargado. Donc on peut inviter tous ceux qui désirent laisser tomber la cigarette, sortir de l'esclavage du tabagisme, à se rendre dans ce centre-là. Mais parce qu'on nous dit également qu'il y a de nouvelles formes de cigarettes aussi. Tout à fait. Ça veut dire que l'autorité ne contrôle pas forcément. Tout à fait. Il faut dire que ceux qui font la promotion de ces choses-là, ils sont de plus en plus ingénieux au mal. Voilà, de plus en plus ingénieux au mal. Vous verrez des cigarettes qui sont cachées, voilà, sous forme électronique. Vous verrez des gens qui mettent des petites choses dans des pains. Voilà, ils font passer comme si c'est du pain alors que c'est des cigarettes ou d'autres choses. Donc, ils sont ingénieux à pouvoir faire le mal, alors qu'il faudrait utiliser cette intelligence-là pour faire du bien, créer du bien et pouvoir aider cette jeunesse-là à être utile au Burkina Faso. Alors, docteur, revenons à notre sujet de départ, qui est donc le Piébo. Les perspectives pour le programme, c'est quoi? Alors, merci déjà beaucoup. Les défis. Les défis. Les défis, il faut dire que nous avons un grand défi lié à l'accès au centre de soins, au centre de prise en charge du Piébo, en lien avec la situation sécuritaire. Beaucoup de nos patients ont commencé le traitement et lorsque l'insécurité a gagné leur village, c'est difficile pour eux de voyager paisiblement et de respecter les rendez-vous. Ils sont obligés, par exemple, d'attendre les convois. Et c'est l'occasion de saluer nos forces de défense et de sécurité et nos VDP à qui vraiment nous lançons notre soutien et nos prières pour que Dieu les aide chaque jour. Donc ils doivent attendre ces convois-là pour rejoindre les centres de prise en charge. Donc au lieu de venir chaque 3 mois pour leur rendez-vous, ils vont venir chaque 6 mois. Donc ça accentue le risque de récidive. Donc ça, c'est un de nos défis. L'autre défi également, c'est de pouvoir couvrir toutes les 13 régions du Burkina Faso. Donc j'étais très heureux d'écouter le discours de notre Premier ministre où nous avons pu reconquérir, si ma mémoire est bonne, au moins 71% du territoire. Ça veut dire que bientôt, nous allons pouvoir atteindre les régions que nous ne couvrons pas, telles que le Sahel, telles que les Cascades, etc. Donc voici un peu quelques défis que nous avons et nous comptons en tout cas les relever avec l'aide de nos partenaires, dont le principal c'est le ministère de la Santé, qui a un autre partenaire, notamment l'APFE de la Belgique, qui essaie d'équiper les hôpitaux régionaux en centres de kinésithérapie. Et une fois que ces centres-là existent, eh bien, nous pouvons venir former ces kinésithérapeutes-là sur la prise en charge du piébo congénital, de sorte que la prise en charge va être effective dans ces centres déjà équipés et fonctionnels. Mais tout de suite, en termes de besoins, ça peut être quoi comme besoin? Alors les besoins, il faut dire, comme je le disais, nous voudrions l'année prochaine ouvrir 2 nouveaux centres de prise en charge du piébo congénital. Et qui dit 2 nouveaux centres, ça va augmenter le nombre de patients. Et comme notre partenaire OPOX, par exemple, va vouloir qu'on aille l'année prochaine à peut-être 380, voire 400 enfants, eh bien ça veut dire qu'il y a 600 enfants dont nous n'aurons pas les moyens de les prendre en charge. Pourtant, si nous faisons des sensibilisations, ils viendront. Donc c'est de demander à toute bonne volonté, que ça soit individuel. Je salue au passage quelques personnes qui nous ont aidés. Il y a un couple par exemple qui a décidé de parrainer un enfant. Donc une société de la place peut par exemple décider de parrainer 10 enfants, 20 enfants. Ça va nous aider à avoir ce qu'on appelle la résilience. Voilà. Compter sur nos propres ressources et bien de sorte que les partenaires extérieurs viennent maintenant en appui. Donc, s'il y a des bonnes volontés qui veulent bien soutenir, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, nous pourrons vous permettre de parrainer des enfants et nous pourrons, par exemple, donner des bilans, voilà, des résultats sur la prise en charge de ces enfants-là à travers les images que nous avons vues, par exemple. Docteur, quand on n'est pas à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, quand on n'est pas à l'hôpital, moi j'aime bien les week-ends, les samedis, regarder des dessins animés avec mes enfants. J'en ai 3. Voilà, une qui a 12 ans, la seconde 7 ans et le petit dernier 4 ans. Donc, regarder des dessins animés avec eux, échanger avec eux, voir quelles sont leurs difficultés, voir quelles sont leurs perspectives. Ça me permet vraiment de renforcer les liens familiaux. Et le dimanche, comme je suis chrétien, c'est aller à l'église. Sinon, samedi, dimanche, je joue au volleyball. Voilà. Parce que je pratique ce sport-là depuis l'âge de 12 ans. Le football, je le faisais aussi, mais je l'ai laissé à cause d'une blessure au genou. Donc, présentement, je continue le volleyball. Le sport, il aide à maintenir la forme? De façon excellente. Et j'encourage en tout cas tous les Burkinabés à maintenir une activité physique et sportive. Alors, vous parlez de dimanche parce qu'on a aussi appris que bientôt vous sortez pasteur. Tout à fait. Comment ça se passe en ce moment? Vous êtes à l'école de théologie en ce moment? Voilà, je suis à la faculté de théologie en 3e année. Il me reste juste 4 cours à terminer. Mais il faut dire que cette école-là, c'est une jonction entre le Burkina et le Togo. Voilà, l'école principale est au Togo. On fait, on va dire, 90% des cours au Burkina et 10% au Togo. Donc j'ai fini pour ce qui est du Burkina. Et il me reste 4 cours à prendre au niveau de la faculté de théologie à Lomé. Et puis, je sortirai avec la licence en théologie. Et donc, entre griffes, pasteur, comme vous l'avez dit. C'est une passion pour moi, voilà, de pouvoir comprendre la parole de Dieu, l'expliquer aux autres et partager l'amour de Dieu autour de moi. Aider ceux, par exemple, qui ont perdu l'estime de soi à la retrouver et à reconquérir le potentiel que Dieu a mis en eux pour pouvoir l'exprimer et changer vraiment positivement la société. Mais ça ne doit pas vous empêcher de prendre en charge les enfants d'autres religions? Pas du tout, pas du tout. Je suis ouvert à tout le monde et mon prénom en est la preuve parce que j'ai 4 prénoms. Oui. Voilà, c'est Bangda Abdul Karim Faisal. Donc je suis ouvert à tout le monde. Docteur, je pense que nous sommes au terme de cette émission. Et quel est le sujet que vous aurez voulu qu'on aborde et qu'on n'a pas vraiment abordé? Alors, il faut dire que moi, ma passion, c'est le pied beau. Voilà, donc vous l'avez abordé, je suis pleinement satisfait. Peut-être le sujet que j'aurais aimé qu'on aborde, c'est peut-être aller plus en profondeur dans les conséquences du handicap. Voilà. Mais je sais qu'on aura l'occasion de revenir certainement là-dessus. Mais vous avez quelques secondes pour nous dire. Oui, d'accord. Donc on peut en profiter pour dire que lorsque une maladie peut être traitée très tôt pour éviter qu'on tombe dans le handicap, surtout à un coût, on va dire, relativement abordable, comme c'est le cas chez nous, il faut en profiter. Il faut en profiter parce qu'on voit des parents qui viennent, quand l'enfant a déjà 15 ans, il doit faire des opérations chirurgicales lourdes qui donnent des résultats fonctionnels décevants. Et on a trouvé par exemple qu'on a moins de 20% de bons résultats quand on atteint cet âge-là. Et quand on le traite, le bébé, voilà, très tôt, avant l'âge de 2 ans, on a 95% de succès. Même jusqu'à l'âge de 10 ans, quand on utilise la technique de Ponseti, on va à 80% de succès. Donc il faut amener les enfants très tôt. Très tôt. Et si on ne les amène pas tôt, malheureusement, vous voyez des enfants qui sont au bord des feux tricolores, qui ont le pied beau et qui sont là juste pour mendier leur pitance quotidienne. Et ça, c'est vraiment catastrophique parce qu'ils n'iront pas à l'école, ils ne vont pas grandir avec une bonne éducation comme les autres enfants, ils seront toujours à la charge de leur famille, toujours à la charge de la société. Ils ne pourront pas se marier, fonder une famille, exercer un métier pour être utile au Burkina Faso de demain. Et ça, c'est vraiment notre cri de cœur. Si on peut éviter qu'une personne tombe dans ce genre de situation, eh bien, il faut le faire et venir vers nous pour qu'on soigne ces enfants-là. Et docteur, pour vous avoir, il faut passer à l'hôpital Chifra. Tout à fait. Notre bureau s'y trouve au premier étage de la pharmacie. Voilà. Et il y a également le contact WhatsApp où on peut me joindre tout le temps, le 52 00 27 99. Docteur, merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Ça a été pour moi un plaisir. Moi également. Et avec les téléspectateurs, on va prendre rendez-vous pour la prochaine fois certainement. J'espère qu'on a passé de bons moments en compagnie de docteur. Pour ma part, en tout cas, j'ai passé de bons moments en compagnie de docteur. Les amis, on se dit à la prochaine.